Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Et aujourd'hui, on va faire une émission sur la clôture trimestrielle. Premier trimestre de 2024 clôturé, on a fait une année extraordinaire en 2023, plein de rebondissements, et actuellement 2024 s'annonce vraiment exceptionnel, que ce soit tant dans l'actualité que ce qui est en train de se passer au niveau du cours lui-même. Donc je vous propose dans cette vidéo d'attaquer différents sujets. Le premier, ça va être quels sont les risques que l'on retrouve au niveau des cryptos. Qu'est-ce que l'on peut attendre en 2024-2025 comme risque structurel, réglementaire et pourquoi pas macroéconomie. Qu'est-ce qui peut se passer mal pour être préparé. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est très bien passé et qu'est-ce qui va très bien se passer par la suite, ce qui va être plutôt les points positifs. Et ensuite, on ira se projeter sur le cours du BTC pour voir exactement où on en est et surtout vous faire réaliser à quel point on peut avoir des très belles opportunités cette année et l'année prochaine. Cette année 2024 commence vraiment très bien, dans lequel nous avons un trimestre qui est juste exceptionnel, une énorme bougie au niveau du BTC dans lequel nous avons eu quasiment 68% de valorisation. C'est quelque chose qui est très fort. Alors, par contre, il va falloir prendre du recul un petit peu sur les différents éléments que l'on a qui sont plutôt négatifs et on va se concentrer sur ça. Je vais vous expliquer ça très simplement pour que vous compreniez un petit peu ce qui risque de se passer et l'impact que ça pourrait avoir sur les cryptos. La première chose, ça va être la partie réglementaire aux USA, notamment sur les stablecoins, et qui vise principalement Tether. Je vous ai fait une vidéo dessus spécialisée, je vais revenir très rapidement dessus, mais clairement, on sait que l'USDT est considéré comme le mal aux USA depuis un certain temps. C'est une des raisons pour lesquelles Tether, depuis aussi un certain temps et depuis mi-2023, commence à travailler vraiment les autres options, c'est-à-dire en investissant dans le mining de Bitcoin. Et on a eu la nouvelle il y a peu, il se lance dans l'intelligence artificielle aussi. Clairement, Tether est en train d'entraîner, de se mettre en place un pivot au niveau de son activité, ce qui est essentiel parce qu'on sait très bien qu'il va avoir la notion de stablecoin qui va arriver, et c'est le CEO de Cycle qui nous explique que la loi va arriver en 2024, cette loi risque d'être très compliquée à appliquer pour notre ami Tether, bien qu'ils font énormément d'efforts en gelant des portefeuilles qui ne sont pas OFAC compliant, OFAC étant la loi du dollar. Si je devais simplifier ça, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est les Américains qui définissent si oui ou non la personne ou telle entité ont le droit d'utiliser du dollar, et forcément l'USDT est lié au dollar. Et donc si on passe par Tether, on est donc soumis à la loi autour du dollar. Ce qui est vraiment intéressant surtout, ça va être la relation entre Tether et Tron, et notamment Justin Sun. On a eu des nouvelles qui sont tombées en février 2024 sur Cycle qui quitte le réseau Tron. Tron étant le réseau de quoi? De Justin Sun qui est en bisbille avec la SEC déjà depuis un certain temps, depuis 2023, mars 2023, mais ça continue, dans lequel la SEC attaque Justin Sun, ses compagnies, pour fraude et tout ce qui est notion de securities, mais ça va beaucoup plus loin. A priori, il y a aussi une enquête au niveau du Department of Justice, un petit peu comme on a pu le vivre avec KuCoin ou Binance, donc forcément, ça va être très compliqué. Et il faut comprendre que, justement, Cycle nie tous les liens avec Justin Sun et ses entités. Ce n'est pas pour rien qu'on a cette mise en place de communication au niveau de Cycle. C'est parce que nous avons ici clairement une phase de réglementation qui est en train de se mettre en place autour de Justin Sun, autour des entités de Justin Sun, on va aborder ça dans quelques instants, mais forcément Tether qui a 50 milliards sur Tron, et dans les activités principales de Justin Sun, ça va être très compliqué. À savoir que Tether, sa phase de réglementation risque d'être impossible, voire même très compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont en train de bifurquer, et c'est pour ça qu'on pourrait avoir un petit raz-de-marée de ce côté-là. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention, je vous ai fait une vidéo spécialisée dessus, mais il faut surveiller les signaux faibles qui sont en train de se positionner, que ce soit au niveau de Justin Sun, parce que Justin Sun c'est quand même 1,4 milliard de dollars, à savoir que la majorité de son portefeuille c'est 30% en Ether, donc on risque d'avoir une pression au niveau d'Ethereum de ce côté-là, et en USDD, alors si vous ne connaissez pas, et ça c'est très rigolo, c'est le stablecoin qui est émis par les sociétés de Justin Sun pour créer son propre stablecoin. Bon, en l'occurrence, on sait qu'il y a beaucoup de risques que l'USDT ne soit pas peg réellement, en tout cas ne soit pas back réellement par le même montant, donc forcément il y a toute une notion, et comprenez bien que les Américains qui voient quelqu'un qui s'appelle Justin Sun, dans lequel ils ont aucun contrôle, qui est en train d'émettre un stablecoin basé sur quoi? Sur le dollar, c'est pas forcément très bien vu. Surtout que Justin Sun, à côté, possède deux exchanges crypto, HTX et Poloniex, donc forcément ces deux exchanges-là
Je suis sûr qu'on va les voir inculpés dans pas longtemps en disant que c'est contre la securities, qu'il y a eu du blanchiment d'argent à travers ça. Enfin bref, vous connaissez le deal maintenant, ce qu'on a vécu avec KuCoin, ce qu'on a vécu avec Binance US. Je pense qu'on le verra très simplement pareil avec ces deux exchanges-là, et ça va se mettre en place sous peu, et c'est la continuité réellement de la phase réglementation, d'accord? Tout ça, c'est les Américains qui sont en train de réglementer. Donc, tous ces risques sont des risques provoqués par les Américains par rapport à leur volonté de contrôle sur la crypto. Ça, c'est un risque, mais en même temps c'est positif. Si les Américains décident de passer en mode contrôle au niveau de la crypto, ça sous-entend qu'il y a une phase d'acceptation de la crypto-monnaie. Gardez-le bien en tête pour tout à l'heure. Vraiment gardez-le en tête parce qu'on va revenir dessus, vous allez voir à quel point c'est important. Ensuite, nous avons, toujours dans cette continuité de réglementation, notre ami Gary Gensler et la SEC qui attaquent Ethereum, qui enquête Ethereum, est-ce que oui ou non c'est une securities? Alors, plus largement, ça va être, est-ce que les cryptos sont une securities? C'est quelque chose qui va prendre du temps à être réglé, mais quel va être réellement l'impact? C'est la grande question qu'il va falloir se poser. Personnellement, j'ai envie de vous dire qu'il y aura un impact qui sera très minime, quand on voit le PDG de BlackRock qui explique que dans tous les cas, l'ETF spot Ethereum sera validé, que Ethereum soit une securities ou non, nous donne le ton général. Alors oui, le fait que ce soit une securities risque d'impacter le cours du marché au moment où on aura la nouvelle, mais je pense que ce sera plus une notion d'opportunité qu'une notion réelle de risque. C'est tellement prévisible que les différents analystes et les différentes entités ont déjà prévu ça, ont déjà en fait tout simplement mis en place des systèmes qui vont permettre de pouvoir contrôler les différents risques au niveau de Tether, au niveau de la notion de securities. Tout ça c'est anticipé et ce sera encore une fois, des risques qui seront certainement des grosses opportunités de renforcement à partir du moment où vous avez compris jusqu'où ça peut aller et l'impact réel que ça peut avoir. Clairement, le fait que ce soit une securities, il y aura des amendes, il y aura peut-être de la pression qui sera effectuée au niveau de Coinbase, mais à partir du moment où le PDG de BlackRock vous dit securities ou pas, Ethereum aura son ETF spot, je peux vous dire qu'il y aura des capitaux qui se déverseront dessus, parce que Ethereum est un actif qui est quand même déflationniste, dans lequel on a du rendement, et qui est utilisé en plus par BlackRock, et je pense une grosse partie des finances traditionnelles qui vont se mettre en place à travers son projet BUIDL, donc qui est le projet que j'ai présenté il y a peu de temps, qui est une forme de stablecoin, donc qui est backé à 1$ et qui va générer des rendements grâce tout simplement à la tokenisation des bons au trésor américains. C'est-à-dire que j'achète ce BUIDL, derrière j'ai un token qui vaut 1$, et en fait c'est 1$ de bons au trésor, et tous les jours je reçois mon rendement. C'est quelque chose qui montre l'avènement d'une transformation de la finance traditionnelle autour de la gestion des assets, et justement cette notion de RWA dont on parle régulièrement, Real World Asset, et surtout pour moi, c'est l'information à retenir, c'est qu'on montre que Ethereum a une utilité structurelle forte. Ce n'est pas une security, c'est une infrastructure qui permet de pouvoir mettre en place ça. Et le fait que BlackRock le lance quelques jours après que la SEC ait annoncé qu'il y a une enquête ouverte depuis déjà un certain temps, enfin voilà, ce sont des éléments, des faisceaux d'événements dans lesquels il faut en tirer de la substance, et la substance est la suivante. Oui, il y a des risques réglementaires. Ces risques réglementaires sont, somme toute, très positifs, parce qu'en fait, si on n'a pas d'interdiction et qu'on a une réglementation, et qu'on a une volonté des USA de prendre la main sur ça, ça veut dire qu'il y a une acceptation de la crypto dans la finance, et quand on a BlackRock qui montre que, dans tous les cas, la finance traditionnelle utilise la crypto et sera amenée à utiliser la crypto dans la conception de leurs produits, c'est excessivement positif. Donc en fait, ce sont systématiquement des opportunités. Je vous donne ces informations, j'essaie de vous les expliquer simplement, de façon à ce que vous compreniez les impacts que ça a, que vous ne réagissiez pas sur l'émotion, et que vous soyez préparé en amont. C'est très important. Et si vous voulez me soutenir et que vous aimez mon contenu, c'est très simple. Likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pour vous aider dans cette période-là, je vous ai fait un guide 100% gratuit dans lequel on revoit toute la psychologie, toute la gestion des achats, toute la gestion des ventes. C'est 100% gratuit, c'est en commentaire et en description si ça vous intéresse. Et nous, on continue toujours avec, cette fois-ci, ce qui s'est passé sur ce début d'année qui était très positif, parce qu'on parle de BlackRock, forcément on est obligé de parler des ETF spot Bitcoin, 12 milliards de dollars injectés, malgré le fait que nous avons Grayscale Capital qui est en train de dumper massivement. Le fait d'avoir 12 milliards de dollars, c'est juste énorme, à savoir que c'est quand même l'ETF, donc l'ETF de BlackRock principalement, qui a drainé le plus de liquidités en un minimum de temps et qui a éclaté tous les records de lancement au niveau des différents ETF. Ça veut dire qu'il y a une véritable demande pour Bitcoin. Ce sera la même chose côté crypto. C'est la vision que j'en ai, c'est la vision que j'ai d'Ethereum, c'est la vision que j'ai de la crypto-monnaie
en général. Et donc là, nous sommes actuellement dans une phase qui est excessivement positive. Ce premier trimestre nous a montré qu'il y a une véritable volonté des institutionnels. Et on sait très bien que si les institutionnels sont en train de se lancer, c'est qu'il y a des raisons et que nous sommes dans une période très particulière. On va en discuter dans quelques instants. On va revenir sur concrètement où on en est au niveau de l'économie mondiale et surtout US. Très important au niveau des USA parce que c'est un petit peu ce qui donne le ton, c'est eux qui donnent la réglementation. Ils ont les élections américaines qui arrivent, donc une forme d'instabilité. Gardez bien cette notion d'instabilité, on va revenir dans quelques instants. Et à côté, on a quand même quelque chose qui est un peu à risque, dans le sens où on a ici les taux de la Fed qui sont très élevés, qui sont toujours à 5,5, qui sont à 5,5 depuis relativement longtemps. On a ici l'inflation, alors que je n'ai pas mis dans les courbes, mais qui n'arrive pas à dépasser, enfin à descendre en dessous des 3%, qui reste quand même très stable. Et à côté, on a le taux de chômage qui commence à monter. Donc on a une situation un petit peu compliqué, de tension au niveau de l'économie américaine, en tout cas quand on regarde ces métriques-là, c'est ce qu'on peut se dire, et justement, on a la Fed qui nous a dit, clairement, je ferai la mise en place d'un pivot à partir du moment où l'économie américaine sera en tension, et que je protégerai le chômage aux USA. Ça veut dire que si jamais on dépasse et qu'on reste trop longtemps dans les alentours des 3,9-4%, clairement, ça accélérera la décision de la Fed, mais ils vont tenir le pivot jusqu'à ce qu'ils soient obligés de le faire. Et oui, il y aura peut-être une inflation qui restera dans les alentours de 3%, mais pour eux, ça paraît à peu près normal. Donc ça veut dire que on a, oui, une tension au niveau de l'économie américaine, qui est en même temps une opportunité, parce que lorsque l'on aura le pivot de la Fed, ce sera un retour des liquidités sur le marché, et ces déversements de liquidités arriveront forcément sur les élections, et à côté, les actifs risqués, comme par exemple les crypto-monnaies. Par contre, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est cette inversion de courbe. Je pense qu'on vous l'a présenté de nombreuses fois, je vous l'ai présenté de nombreuses fois, qui est la différence entre le rendement des 10 ans et le rendement des 2 ans sur le bon au trésor américain. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en dessous de 0, il est plus intéressant de détenir des bons au trésor de 2 ans, donc ça veut dire qu'on est mieux rémunéré que sur 10 ans. Concrètement, encore une fois, je vais simplifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de risques sur court terme que sur du long terme. Ça veut dire que, actuellement, mieux payé sur 2 ans, donc j'ai plus de risques à détenir du 2 ans. Et là, c'est là où il faut vraiment prendre du recul, c'est très très intéressant. Ça sous-entend que le marché considère qu'il y a une véritable incertitude réelle au niveau de l'économie américaine. Cette incertitude ne veut pas dire crise, veut dire changement, d'accord? Que ce soit en crise, que ce soit changement de dynamique. C'est très important, et il va falloir encore une fois le garder en tête. Ah oui, ça y est, beaucoup de choses à garder en tête, mais vous inquiétez pas, ça va prendre sens dans, allez, quelques minutes maximum. Nous sommes dans une phase d'incertitude. Oui, c'est exactement ce que c'est en train de dire actuellement le marché, price, cette incertitude, court terme, parce que on ne sait pas si oui ou non on va rentrer dans un début de récession. Habituellement, nous avons toujours des débuts de récession quand on passe sur cette inversion de taux, d'accord? Quand on regarde, on passe dans cette inversion de taux, et un petit peu après, lorsqu'on recasse à la hausse, on a la chute des différents actifs, dans lequel on a la mise en place d'une crise. Ok? Est-ce que c'est ce qui s'est passé ici? J'ai envie de vous dire absolument pas. On a eu d'abord la crise et ensuite l'inversion de taux, et là on a une réaccélération haussière, et pourtant on est toujours en dessous de 0. Et pourquoi je vous dis que c'est une incertitude? Parce que tout simplement ça ne s'est jamais passé dans les années antérieures. Donc ça veut dire qu'on est bien dans de l'incertitude et non pas forcément dans une crise. Et c'est quelque chose qui a évolué dans les différentes années. C'est-à-dire que dans les différents mois, quand on compare ce qui se passait en 2023, 2022 et sur ce début d'année, et ça c'est très représentatif dans cette notion du SP500, je veux dire qu'on était dans cette zone ici, dans cette période de fin 2022, début 2023, on se disait, ouais, bah, ça va être compliqué quand même. On se disait qu'on était dans une schématique habituelle, que l'on avait déjà connue, avec une inversion de taux, une fin de crise, donc ça veut dire qu'on avait une deuxième jambe baissière qui se mettait en place, et c'était ce que l'on cherchait. Sauf qu'entre-temps, on a eu quand même des grosses annonces qui ont été portées autour de la tech US, et oui, ça vous parle, on va parler d'intelligence artificielle et de la mise en place de cette bulle, vous inquiétez pas, tout est en train de se mettre en place, et je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Et maintenant, on a le trop. Et oui, est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'on n'est pas en surchauffe? Et ça, c'est le cas que l'on retrouve ici. Pourquoi on a cette réflexion-là? Pourquoi on a ce sentiment-là? Pourquoi on a ce biais-là? Parce que c'est un biais psychologique très fort que l'on retrouve, parce que tout simplement, on
se base sur ce qui s'est passé antérieurement. Antérieurement, on se dit ce n'est pas possible, on a de l'inflation, on a à côté des taux qui sont très hauts, on a du chômage qui est en train de monter, on est dans une inversion de taux, donc forcément on va rentrer dans une crise. Donc ce n'est pas possible d'avoir ici une hyper-accélération, donc ça veut dire qu'on est en surchauffe, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et ça, c'est depuis cet endroit-là, depuis à peu près les 4500, de toute cette période-là, où on a eu ce sentiment-là et cette communication-là du fait que c'est trop. Sauf que on ne considère pas en fait la raison pure de pourquoi ça s'accélère. Et là, on regarde un petit peu ce qui se passe, on va avoir un graphique qui va représenter les 5 magnifiques, donc les 7 magnifiques pardon, donc ça veut dire on va avoir toutes les techs globalement US, hein, c'est un peu ça, avec principalement Nvidia qui pousse, enfin quand on regarde le graphique de Nvidia, on a l'impression de voir le graphique d'un shitcoin, à un moment donné, enfin c'est quelque chose qui est totalement aberrant, et pourtant qui est la représentation de ce qui est en train de se passer autour de l'intelligence artificielle, et je peux vous assurer que c'est que le début. La demande structurelle en puissance de calcul de l'intelligence artificielle et l'utilisation de l'intelligence artificielle n'est qu'à ses débuts actuellement. C'est juste qu'il y a une prise de conscience générale de l'utilité de l'intelligence artificielle par les masses, mais c'est quelque chose qui était déjà acté et qui était déjà intégré dans les 7 magnifiques, et globalement toute grosse société tech utilisait à un moment donné une forme d'intelligence artificielle pour automatiser ses tâches classique. Et quand on regarde que les 7 magnifiques sur cette période dans laquelle on a eu un S&P 500 et un Nasdaq qui a surperformé, ils ont porté quasiment 200% d'accélération haussière. Donc oui, on a quelque chose qui est très très fort au niveau de la tech qui est en train de se mettre en place. Et on rappelle que la blockchain et la tech, on rappelle que la blockchain permet de faire des automatisations, permet de structurer des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, comme on a pu le voir avec le placement de BlackRock. Donc ici, vous devez comprendre plusieurs choses. Que 1, oui, on a une phase de réglementation. Que 2, cette phase de réglementation va entraîner des opportunités à saisir de rechargement. Que ce sera un très bon signe, parce que dans tous les cas, ça sous-entend qu'on a une phase d'acceptation de la crypto-monnaie et de la blockchain en général. Qu'on a eu un début d'année qui a été extraordinaire et que ce n'est que le début. Oui, on peut avoir des phases de retracement, on sait d'où elles viennent, on est capable de pouvoir comprendre l'impact que ça peut avoir, et qu'au niveau de la macroéconomie, oui, c'est compliqué, mais surtout, ce qu'on retient, c'est que c'est différent des cycles précédents. C'est quelque chose qu'on entend souvent dire, à chaque fois c'est différent, mais en fait c'est identique, sauf que là, quand on regarde factuellement, oui, c'est différent, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu textuellement. C'est quelque chose qui n'est pas potentiellement différent, c'est factuellement différent. Donc il faut se réadapter, il faut comprendre ce qui se passe pour pouvoir réagir. Et au niveau de l'économie américaine, oui, quand on regarde les small cap 2000, donc qui représentent globalement tout le reste de l'économie américaine, on voit que c'est en train de repartir. C'est beaucoup moins bullish que ce qu'on peut voir sur justement les 7 magnifiques, mais on voit que on a un gain structurel très fort qui est en train de se faire. On voit qu'on est en train de pousser, on voit que on n'a pas cassé la TH, mais on est déjà sur 6 mois de poussée, on a cassé l'accumulation qui était en cours ici dans cette zone-là, là, cette rupture, cette clôture ici, est une clôture au-dessus du niveau de l'accumulation qui se trouve là. Donc oui, on peut faire un pullback et repartir, ça rapporte assez peu. Et justement, cette notion de banque US qui était toujours compliquée et qui l'est toujours, hein, pensez pas que c'est résolu, pensez pas que les banques, elles vont très bien. Non, les banques sont toujours surexposées aux bons au trésor américain, celles qui ne sont pas couvertes sont très compliqué, mais ça va se réguler petit à petit, tant qu'il n'y a pas de bank run, tant que la Fed dit « vous inquiétez pas, j'assurerai quoi qu'il arrive ». Si la Fed vous dit ça, à ce moment-là, les gens ne vont pas retirer leur argent. S'ils retirent pas leur argent, il n'y a pas de bank run. S'il n'y a pas de bank run, il n'y a pas besoin d'encaisser les pertes. Si vous ne comprenez pas cette partie-là, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Je vous ferai certainement une vidéo spécialisée dessus pour comprendre ce qu'est la notion des pertes comptables des banques, mais qui ne sont pas encore constatées. Alors, clairement, ça veut dire quoi, tout ça, par rapport au Bitcoin? J'ai envie de vous dire que c'est très positif. Oui, on peut avoir des retracements, je le répète, mais ça reste fondamentalement très positif. À partir du moment où on a compris les risques, qu'on a compris l'impact que ça peut avoir, on reste sur le fait qu'on est en train de clôturer ici 68% sur ce premier trimestre 2024, qui est quand même bien supérieur à l'accélération haussière qu'on avait connue en 2023. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir, oui, peut-être une période de respiration avec la mise en place du halving ou post-halving, mais ça n'empêche qu'on est très positif. Nous sommes à 19-20 jours du halving, ça va être en avril. Dans tous les cas, n'oubliez pas que c'est pas quelque chose qui est lié à une temporalité, mais qui est lié à un nombre de blocs. Et forcément, ça peut varier. Et
Je vous rappelle aussi que même si j'ai un compteur ici, il ne se passera absolument rien ici au halving, d'accord? Le halving n'est pas un événement magique dans lequel le cours se met à pumper, il ne se passera strictement rien, voire même peut-être un petit dump parce que les gens s'attendent à ce qu'il se passe quelque chose, alors qu'il ne se passera strictement rien. Mais par contre, factuellement, il se passera quelque chose, c'est que nous aurons une émission divisée par 2 de Bitcoin. Nous aurons 2 fois moins de Bitcoin qui seront créés par les mineurs, 2 fois moins de pression baissière par les mineurs, 2 fois moins de Bitcoin, de nouveaux Bitcoin disponibles à l'achat. Pourquoi? Pour nos amis ETF, pour nos amis institutionnels. Et c'est là où c'est très intéressant quand on prend un petit peu de recul ici. Parce que nous sommes dans une phase où actuellement les institutionnels sont en train d'acheter. Si vous connaissez un petit peu vos différents cycles, vous savez très bien que les institutionnels généralement se positionnent en amont de la masse. Et nous sommes dans cette période-là. Oui, nous sommes un petit peu plus avancés que d'habitude. Oui, nous avons un cycle qui est différent parce que nous avons cassé la TH avant le halving, chose qui n'est jamais arrivée. Mais ça n'empêche que, en même temps, nous sommes dans une période qui est totalement différente, dans laquelle nous n'avons pas connu, dans laquelle les cycles de Bitcoin n'a jamais évolué. Nous n'avons jamais eu cette notion pure et très forte de l'inflation. Nous n'avons jamais eu cette peur de la guerre. Nous n'avons jamais eu, ici, une période dans laquelle des taux très élevés, une inflation très élevée et qui reste collante, ce qu'on appelle sticky, dans lequel nous avons potentiellement des risques structurels. Et à côté, des institutionnels qui rentrent directement dans Bitcoin et les cryptos. Des institutionnels qui utilisent Ethereum pour créer des produits de finance traditionnels. Nous n'avons jamais connu ça. Nous n'avons jamais vécu des cycles où il y a la mise en place d'une bulle autour, par exemple, de l'intelligence artificielle. Donc forcément, nous allons avoir des particularités de ce cycle-là, et il faut, encore une fois, prendre du recul et comprendre comment, justement, en profiter au maximum. Le meilleur moyen de comprendre ça, c'est de rappeler que, actuellement, nous sommes dans quelque chose qui est plutôt classique. Ici, avec le nombre de fois où Bitcoin a été cherché sur Google Trends, qui nous montre que nous sommes ici à peu près dans cette zone de rupture qui correspond à quoi si on se remet sur le graphique? Bah, tout simplement ici, dans cette période-là, dans laquelle nous avons cassé la TH. Donc, tout simplement, nous avons un nombre de recherches qui augmente parce que nous avons cassé la TH. Mais je peux vous attester et vous assurer, vous pouvez le noter, que si jamais on casse les 100 000, ici, la barre va être directement au 100. Et on va certainement casser ici le record qui avait été effectué quand on a cassé justement le dernier ATH. Donc on va être vraiment dans quelque chose qui va être très très fort. La barre des 100 000 $ est une barre psychologique très forte. Ce sont les 6 chiffres. Nous passons à un Bitcoin de 5 chiffres à 6 chiffres. Nous passons à un Bitcoin au-dessus de 100 000 $. Donc là, on aura une couverture médiatique qui sera juste sans précédent par rapport à ce qu'on a pu connaître. Si vous ne comprenez pas l'ampleur de ça, je peux vous dire que ça va être quelque chose de vraiment très très impressionnant. L'autre élément à prendre en considération quand on regarde ici techniquement, ça va être la partie RSI, donc qui va être la partie momentum. Très intéressant de voir qu'on est en train de se positionner au niveau du momentum dans cette partie-là, qui correspond à quoi? Bah exactement, à la rupture de la TH. Donc nous ne sommes pas surexposés en termes de momentum, on va aller encore une fois beaucoup plus haut pour faire la deuxième partie de cette accélération, donc qui va être le passage ici de 20 000 à 40 000 lors du dernier cycle, donc certainement une phase d'accélération très forte, avant d'avoir un momentum qui va se calmer doucement, malgré le fait que le cours est en train de pousser. Ceux qui connaissent ça, c'est quoi? C'est tout simplement une divergence baissière. Et c'est un signal qu'il va falloir se donner, et ça c'est en weekly, et l'élément très important à prendre en considération, c'est que nous avons ici un open interest qui monte très fort, et qui monte beaucoup plus haut que ce qu'on a pu connaître. Donc ça veut dire qu'on a bien une injection de liquidité qui est en train d'avoir lieu. Cette injection de liquidité, elle est vraiment impressionnante et très très visible. Quand on prend un petit peu de recul, on se dit qu'on est globalement, par rapport à ce que je vous ai expliqué, dans cette zone-là, et quand on regarde ici l'open interest qui est bien présent dans cette partie-là, on voit qu'on est déjà au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel d'accélération ici est bien plus important, le potentiel de volatilité est bien plus important que ce qu'on a pu connaître lors du dernier cycle. Et que justement, cette phase de liquidation que l'on a pu avoir ici avec le China Ban, si jamais elle n'arrive pas dans ce cycle-là, on pourrait aller beaucoup plus haut et rattraper potentiellement la sous-performance du cycle précédent. Et quand on regarde ici le funding rate, on voit qu'on a un funding rate qui est plutôt stable et plutôt bien plus bas que ce qu'on a pu connaître dans ces périodes d'accélération haussière. Donc ça nous rappelle, encore une fois, que nous sommes en avance et que nous sommes
bien placé. À partir du moment où vous avez compris les risques, que vous avez compris que oui, on peut retracer, quels sont les différents éléments qui peuvent entraîner ce retracement, à ce moment-là, vous êtes préparé. Vous avez votre stratégie, vous ne réagissez pas sur l'émotion. Et c'est le plus important. D'ailleurs, je vous ai fait un guide qui est 100% gratuit, dans lequel je reviens sur la psychologie, je reviens sur la mise en place des achats, la mise en place des ventes. Je vous donne, en fait, tous les éléments pour réussir ce bull run, pour réussir à saisir et à optimiser cette opportunité. C'est 100% gratuit, c'est en commentaire et en description. Et de base, comprenez bien, encore une fois, prenez du recul pour comprendre que nous sommes qu'au début. Il y a très peu de personnes qui cherchent encore Bitcoin. Oui, il y a eu une petite envolée, mais ce qui est normal, nous avons cassé l'ATH. C'est quelque chose que l'on voit régulièrement. On a une phase de retracement par rapport à cette prise d'ATH qui est normale. On arrive dans la phase du halving qui est en même temps logique. Mais à côté, ça ne change pas les fondamentaux, ça ne change pas les signaux faibles. On comprend ce qui est en train de se passer, on comprend les nouvelles qui vont arriver et on est capable d'être préparé pour profiter à 100% de cette opportunité. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, en tout cas moi ça m'a fait plaisir d'aborder tous ces points là parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment, et si jamais vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.